Donc nous allons attaquer la modélisation du robot. Mais d'abord, si je remarque ici, petit oubli, je n'ai pas bien centré la vue de front. Donc je vais resélectionner le référence modèle 2, rendre sélectionnable, bouger. Alors je vais me mettre dans une vue front. Donc je clique sur la petite boule bleue où je tape 1 sur le clavier numérique. Si vous avez un clavier numérique, c'est très bien aussi. Voilà, donc ok, recentrer, je peux voilà, le désélectionner. Enfin, pour qu'il ne soit plus sélectionnable plutôt. Donc, on va attaquer la modélisation. Et donc, on voit, par exemple, la tête, bah, franchement, ça ressemble très fortement à un cylindre. Hein. Donc, vous devez, quand vous abordez la modélisation, toujours essayer de voir quelles sont les formes primaires. Si je prends la tête, c'est un cylindre. Si je prends le bras ici, enfin l'avant-bras, c'est un cube allongé et un peu pincé. C'est le coude, c'est un cylindre aussi écrasé. Pareil pour les épaules. Là, enfin voilà, une forme plus complexe comme le torse. Bah, évidemment, là, c'est un peu autre chose. Le sac à dos, on va dire derrière où s'accroche le long gun, bah, c'est aussi un cube. Enfin, si on regarde ici plutôt dans les images de référence pour bien voir de quoi on parle, ici on voit c'est plutôt un cube. Et aussi on voit que les mains, et, enfin, les pinces qui sont là se retrouvent à différents endroits. Donc c'est tout des choses, on va dire, en pré-analyse qui permettent de faciliter le travail. Ok, donc on va s'occuper d'un cylindre. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir avec Blender, c'est que si j'ajoute un cylindre, par défaut, les mèches, donc un mesh c'est un objet en 3D, c'est un ensemble de points, de edge, de face, enfin voilà, c'est un objet. Par défaut, donc si j'ajoute une primitive cylindre dans Blender, donc j'ai, oui, non, je vais recommencer parce que justement je l'ai bougé, donc si j'ajoute un cylindre, voilà, donc j'ai une fenêtre avec ses propriétés. Je peux déterminer le nombre de facettes. Hein. On ne voit peut-être pas très bien. Je vais revenir en mode, voilà, là on voit un peu mieux. En mode solide. Donc je peux avoir un certain nombre de facettes et plus j'en aurai et plus ce sera lisse. Il ne faut pas en avoir de trop non plus. Donc par défaut on en a 32. C'est très bien. On peut gérer le radius, on peut gérer la hauteur, enfin ce genre de choses. Le fait que au-dessus on ait une seule surface, donc c'est ce qu'on appelle un n-gon, parce qu'il y a plus que 4 points qui définissent la face. N-gon ou des triangles ou rien du tout, donc vide. Donc voilà, donc ça on peut décider ce genre de choses et on peut le placer à certains endroits et on a encore accès alors quand on fait ce placement à ces paramètres là. Mais si jamais je déplace, c'est fini, je perds cette fenêtre et je n'ai plus accès à cette fenêtre. Aussi son point de pivot il est au centre et voilà. Si vous êtes dans un logiciel comme Maya par exemple, mais il n'y a pas ce problème là, on peut toujours à tout moment venir rechanger les paramètres d'une primitive par la suite. Dans Blender, par défaut, pas. Et Blender étant un logiciel open source, donc c'est un logiciel pour lequel enfin, le code est ouvert et tout le monde peut coder ce qu'il veut dans Blender, il y a de fortes chances que si quelque chose vous dérange, ça dérange quelqu'un d'autre qui est peut-être un peu programmeur et qui a peut-être programmé ce qu'on appelle un add-on. Et un add-on, c'est un petit programme qui se rajoute, un plugin qui se rajoute au programme et qui permet de faire des choses en plus que ce que le programme fait de base. Et justement, il se fait qu'il y a quelqu'un qui était aussi emmerdé que moi avec cette histoire de point de pivot et de pouvoir changer des paramètres par la suite et qui a créé un add-on. Alors comment ça marche? Vous allez dans Edit, Préférences, et là dans les préférences, vous allez dans Add-on. Et ici, si vous avez une barre de recherche, vous avez aussi un install. Donc tout ça, ce sont des add-ons qui existent dans le package d'installation, mais qui ne sont pas activés. Vous voyez que la case est vide. Si je clique dessus, la case s'active, enfin la case est activée, et donc dans ce cas-là, l'add-on fonctionne. Et donc vous pouvez avoir un tas d'outils supplémentaires. Alors ce ne sont pas forcément des outils dont vous allez avoir besoin tous les jours. Par exemple, moi j'ai installé un add-on ici qui s'appelle Animation Layer, qui est assez intéressant. Quand on fait de l'animation, on l'utilisera dans l'exercice 3.
et donc on l'installera à ce moment-là, mais voilà, sinon il n'est pas là par défaut, etc. Donc on va aller installer un nouvel add-on, celui que vous avez récupéré aussi dans votre dossier. Donc moi il est dans mon dossier download, mais vous théoriquement vous l'avez récupéré avec les fichiers que je vous ai partagés en lien ici en dessous. Et donc vous avez ce wmesh 2.8x zip, on installe. À partir du moment où vous installez, il va se filtrer, et donc vous allez avoir ici uniquement celui-là. Vous pouvez l'activer. Donc là maintenant, à partir du moment où vous l'avez activé, vous avez accès aux W primitives. Et celles-là, elles sont assez géniales. Donc le cylindre, c'est un W tube. Alors non seulement, je vais voir la fenêtre qui est là, comme d'hab, avec tous les trucs, mais on s'en fout de cette fenêtre, parce que maintenant, on a accès, ici, dans les paramètres. Alors je ferme un peu de fenêtre pour que vous voyez. Le type WTube, et ici, donc, on a accès au nombre de facettes qui forment le tour. Alors, par défaut, il est en smoothé. Je vais le mettre en flat pour qu'on voit bien les faces. Et donc, on voit, on peut changer le nombre de faces. Ouais. Voilà, en flat. Donc, il se remet d'office en smooth parce que, ouais, smooth shading, voilà. Il faut que je le désactive là. Parce que c'est ça qui permet justement de rendre lisses les faces. Ici, c'est pour que vous voyez bien le nombre de faces qui peut être paramétré. Et donc ça, même si je le déplace, j'ai encore accès à ce paramètre-là. Donc ça, c'est très très facile et c'est très bien. Parce que autre paramètre intéressant, c'est ici le center it. Si je le décoche, automatiquement le point de pivot vient se placer à la base du cylindre et c'est beaucoup plus facile pour changer la taille et notamment dans notre cas placer la tête correctement, etc. Donc c'est très très bien ce petit add-on, il nous facilite vraiment la vie. Donc on va revenir dans notre vue texturée. Alors cet objet, donc il est texturé aussi forcément parce que l'entièreté de ma vue est texturée et c'est pas très pratique pour le placer. Idéalement, moi je voudrais le voir en wireframe, donc voir sa structure, voir comment il est construit, mais garder quand même le texturé pour pouvoir voir mon image de référence. Et donc ça, je peux le faire en le rendant localement, donc cet objet-là, en wireframe. Pour ça, donc je vais dans ses propriétés. Donc j'ai l'objet qui est sélectionné, donc j'ai ici le petit carré pour ses propriétés. Il y a Visibility, mais on a déjà utilisé pour rendre sélectionnable ou pas. Mais en dessous, on a Viewport Display. Et là, je peux faire un Display As et là déterminer qu'il sera vu en Wire, donc en wireframe. Alors, je vais me mettre dans ma vue de côté. Donc, vous pouvez cliquer soit sur la boule, soit taper 3 sur le clavier numérique. Et alors, on peut placer l'objet. Voilà. On va changer la taille en hauteur. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est un... Attention. Donc, on va changer la taille en hauteur. Et ce qu'on va faire, c'est un scale sur le Z. Donc on fait SZ et voilà. Alors je me remets dans ma vue orthographique parce que j'en étais sorti, SZ et voilà. Donc dès que vous cliquez milieu sur la souris, vous allez sortir de votre vue orthographique et revenir en vue perspective. Donc voilà, ça peut être un peu gênant par moment. Ok, alors autre chose aussi, ici je vois, j'ai en fait des triangles qui forment le cap de mon cylindre. Et donc si je reviens dans les paramètres de mon WTube ici, je vois que j'ai cap et là je peux mettre 2 par exemple. Et donc il va me faire 2 rangées de polygones. Bon, j'ai toujours mes triangles qui sont là, mais notamment j'ai une deuxième ligne ici de quad et ça c'est bien les quads. Donc quad c'est des faces avec 4 sommets et en général on préfère avoir des quads que des triangles, parce que c'est plus facile pour tout ce qui est subdivision de surface et ce genre de choses. Donc si je reviens maintenant en mode sous-objet tabulation pour passer donc en edit mode, pour passer en edit mode c'est le tab, la touche tab, ou venir ici dans le menu et choisir edit mode, c'est pareil. Je me mets en mode face et je vais juste sélectionner les triangles qui sont là.
Je peux faire aussi un scale, S. Je vais juste donner une certaine épaisseur ici, parce que je vais faire le renfoncement ici. Donc en fait, il y a un trou qui fait que la tête peut se ficher sur le cou. Donc je vais faire ce renfoncement, voilà, quelque chose comme ça. Pas trop haut, ça ne sert à rien, puisqu'on n'ira quand même jamais voir ce qu'il y a là en dessous. Mais voilà, on sentira qu'il y a un trou. Ok, donc ça c'est un premier truc. On doit faire pareil au-dessus, parce qu'au-dessus, si vous regardez bien, ici, voilà, on a aussi ce trou qui est là. Donc on va faire pareil, on va sélectionner ces faces. Et on va faire un scale. Alors vous aurez remarqué que j'ai assez facilement sélectionné les faces, parce que dans Blender, pour sélectionner, en fait, donc j'ai tracé une sélection, on ne peut sélectionner que ce qu'on voit. Alors vous allez me dire, oui, mais on voit en travers, puisqu'on a affiché en wireframe. Oui, mais ma vue, elle est en texturé. Donc, quelque part, on triche un petit peu en forçant le wireframe. On est en train d'utiliser quand même une vue qui ne permet pas de voir en travers. Et donc, de ce fait-là, la sélection se fait plus facilement. Ok, donc extrusion, E, hein, pour extruder, et je tire vers le bas. Enfin, je bouge ma souris pour aller vers le bas. Voilà. Enfin, peut-être pas besoin d'aller aussi loin. Ok, donc là, on a fait le dessus et le dessous de la tête. Maintenant, si je regarde à quoi ressemble cette tête, bah, on a une espèce de cône qui apparaît ici et un renfoncement ici, enfin, un truc un peu plus large ici au-dessus. Ok, alors on va faire des divisions. On va rajouter des divisions ici, là, là, et là, et après on va voir comment on peut créer ces extrusions, on va dire. Donc ce sera vraiment des extrusions d'ailleurs. Donc CTRL R, ça me rajoute des loop cuts. Donc c'est l'outil loop cut qui est là. Le raccourci c'est CTRL R, et c'est un petit peu plus facile d'utiliser CTRL R que d'utiliser cet outil-là. Voilà, cet outil-là, il a quelques subtilités. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc CTRL R, ça marche super bien. Et voilà, je vais le glisser. Donc le principe du CTRL R, je fais CTRL R, il me fait une proposition, je clique une première fois avec la souris, je bouge ma souris pour placer la division qui a été faite, et je reclique pour valider l'endroit où je me suis placé. Donc CTRL R, je clique, je bouge, et je clique. Ok, donc là j'ai fait les divisions. Maintenant l'idée c'est que je vais changer la taille. Je vais extruder et changer la taille. Donc en fait le principe, l'extrusion c'est faire pousser du polygone. Hein. Donc en fait je vais sélectionner ces faces, toutes ces faces. Alors encore une fois, je suis en vue... Je suis dans une vue texturée. Donc j'ai l'impression de voir en travers de mon objet, mais ce n'est pas le cas. Si je me retourne, on voit les faces de derrière n'ont pas été sélectionnées. Donc pour ça, pour être sûr de sélectionner les faces, aussi celles de derrière, je vais activer le X-Ray. Donc ça c'est la transparence, ça me permet de voir à travers. Donc voilà, donc j'active le X-Ray, et là je peux faire un extrude, clic droit pour sortir de l'outil extrude, S pour changer la taille, et comme je ne veux pas changer la taille sur l'axe Z, je fais majuscule Z. Donc S, majuscule Z. Et alors là, je ne fais le changement de taille que sur X et sur Y. Les deux autres axes. Donc je prends, encore une fois ici, la même chose, je vais faire pareil. Donc je fais un extrude, c'est E, clic droit, S, majuscule Z, et voilà. Donc je ne dois pas maintenir le S et majuscule Z en même temps, hein. Je tape d'abord S et puis majuscule Z, et puis après je commence à bouger la souris. Et donc je vais faire ici, voilà, quelque chose comme ça. Alors ici c'est un peu trop large forcément par rapport à en dessous, mais c'est pas une histoire de face, c'est une histoire de edge. Donc je vais alors me mettre en mode edge, et je vais sélectionner la ceinture de edge, donc tous les edges qui font le tour ici. Je vais le faire, plutôt que de le faire un à un, je vais le faire en une fois. En maintenant le Alt enfoncé, je sélectionne automatiquement la ceinture. Donc je me remets dans la vue de côté, voilà, et je vais changer. Donc je mets ma souris un peu plus loin pour faire S, pour faire un changement de taille, un scale.
et je ramène pour suivre le design. Voilà. Ok, c'est cool. Alors, si on regarde maintenant notre objet, donc alors on va revenir dans sa visualisation en texturé. Je vais sortir du X-Ray, sortir de mes sous-objets. Je vais ajouter un Shade Smooth pour qu'il soit lisse. C'est presque bon. Enfin, seule chose peut-être, c'est que ici, il n'est pas assez large. Il devrait être un peu plus large. Donc je reviens en mode sous-objet, tabulation, en face, X-Ray, je sélectionne toutes ces faces, S majuscule Z, et je l'élargis un peu. Voilà. Ok, donc là il est bon. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est m'occuper des angles. Si on regarde ici un petit peu, les angles sont super nickel impeccables. C'est des angles bien droits. C'est pas génial. Donc, on va casser ces angles. On a vu dans l'introduction qu'il y avait la subdivision de surface. On va l'utiliser plus tard. Mais ici, on va utiliser une autre méthode qui est le bevel, donc le chanfrein. On va casser les angles. Alors, pour que ça fonctionne bien, ce bevel, il faut que l'objet ait un scale de 1 sur 1 sur 1. Donc, il faut qu'il soit reseté au niveau de sa taille. Son scale. Il faut qu'il ait une taille standard. Et donc, on va aller dans Objet, appliquer le scale. Parce qu'en fait, on a bougé la taille quand on a créé le tube, là, qui nous a servi à faire la tête. On a changé sa taille, on a fait plusieurs modifications. Donc si maintenant j'applique sa taille, on voit, elle revient à 1 sur 1. Et donc là, quand je vais, c'est en sous-objet, en Edge, quand je vais venir sélectionner toutes ces lignes de Edge et que je vais faire un bevel dessus, eh bien ça va aller sans problème. Donc, on n'a plus besoin du X-Ray. Alors, je vais, encore une fois, avec le Alt enfoncé, sélectionner une ceinture de Edge. Pour ajouter à la sélection, c'est le majuscule. Donc là, je maintiens, j'ai deux doigts qui enfoncent des touches. J'ai une touche qui enfonce le majuscule et une touche qui enfonce le Alt. Et je clique sur chaque fois toutes les edges horizontaux. Alors, je vais lâcher ma sélection, enfin, je vais lâcher mes doigts avec le majuscule et le clic milieu, je me déplace, clic milieu, je pivote pour aller rechercher les vues. Je reprends majuscule et Alt, enfoncé, et je rajoute à ma sélection. Je pivote, majuscule et Alt, et hop, et ainsi de suite. Vous pouvez les faire indépendamment, mais c'est plus facile de d'abord tous les sélectionner. Voilà, hop, ah, celle-là, il ne me fallait pas. Donc la sélection, c'est un toggle, ça veut dire ça le fait, ça le défait, ça le fait, ça le défait. Donc ça veut dire que si vous avez cliqué quelque chose que vous ne deviez pas, ben, vous recliquez dessus et il va se désélectionner. Bon, la ligne à l'intérieur, on s'en fout un peu. Donc, on a sélectionné toutes les ceintures de Edge. Voilà, on va faire un CTRL B. CTRL B pour bevel. Et voilà, on voit ça, c'est un bevel. Donc un biseautage. Quand je clique maintenant, je valide le choix que j'ai fait, mais je peux encore changer les paramètres dans la fenêtre qui s'affiche ici en dessous. Notamment, je peux changer le nombre de segments. On va en mettre 3. Comme ça arrondit un peu mieux, parce que si on regarde le design, on voit que c'est assez arrondi. Je peux aussi changer la taille de mon bevel. Donc je peux rendre le bevel plus petit ou plus grand. Enfin voilà, je peux même exagérer. Donc on va faire peut-être 0,02. Voilà. Et donc on a quelque chose maintenant qui est pas mal. Et qui a donc les coins biseautés, donc qui paraît plus réaliste. Donc là, on a fait la tête, c'est bien. Donc quand on a fait la tête, ben, on va renommer, parce que ça s'appelle pas W-tube, ça s'appelle tête. Et en même temps, on va créer enfin, j'ai déjà fait moi ici, mais une collection qu'on va appeler Mondo Robot, par exemple, Mesh, dans laquelle on va mettre la tête. Alors, comment est-ce qu'on crée une collection? Ben, on fait un clic droit, New Collection, puis on lui redonne un nom. Et alors, pour prendre l'objet et le mettre dedans, on le clique gauche et on le glisse dessus. Et voilà, il est dedans. Il est dans la collection, donc dans le calque Mondo tête, voilà. Et donc, on a maintenant deux collections dans notre
dans notre scène. Et on a fait la tête.